En 1952, maître, vous avez déclaré vouloir devenir la plus grande courtisane de votre époque. Considérez-vous que vous êtes arrivé à vos fins? Pas totalement, mais la dernière campagne à New York prouve que je suis tout près d'atteindre mon but. Quels sont, à votre avis, les plus grands hommes de tous les temps? Les plus grands hommes de tous les temps sont une femme et un homme, c'est-à-dire Madame Dali et Dali. Quels sont les nombres les plus importants? Le 12. Pourquoi le 12, maître? Parce que je suis pythagoricien et le 12 c'est le nombre sacré de toute la philosophie de Pythagore. Et avant-hier même, avant-hier symboliquement, le docteur Heisenberg, dans sa dernière formule de l'unité de la structure de l'univers, il a arrivé à cette structure unique de l'univers par trois mesurements, trois mesures. L'une, c'est la vitesse de la lumière d'Einstein. La deuxième, c'est le quantum d'action de Max Planck. Et la troisième, ça serait le radium du nucléus. Il a fini, pour illustrer cette équation de la structure de l'unité de l'univers, justement en revenant à une figure néoplatonicienne, le dodécaèdre, dont le triomphe total cosmique du nombre 12. Est-ce que vous considérez qu'au sein de la création, il y a des animaux particulièrement importants? Non pas des animaux, mais il y a une cellule qui est géante, c'est la DNA, c'est-à-dire qu'il se trouve dans la véritable substance divine des protéines, la désoxyribonucléique acide. En tant qu'animal, évidemment, l'unique animal que je respecte, tout le monde le sait, c'est le rhinocéros. À cause des granulations distribuées d'une façon logarithmique sur la rugosité chair de poule de son corps armé, et en même temps à cause de la forme plus divine encore de la corne divine qu'il porte sur le nez et qui est l'unique exemple qui présente la nature dans le monde animal d'une vraie section de courbes logarithmiques. Je vous suis mal, maître, vous avez dit l'unique animal. Je crois pourtant savoir que vous appréciez également le homard. J'ai jamais considéré l'homme parmi le règne animal, puisque d'après l'échelle ontobiologique du grand disparu philosophe catalan Francesc Pujols, que c'est mon maître, l'homme est déjà un stage intermédiaire entre le phénomène animal et l'ange, dont l'homme, tel que ça a été prouvé par certains hommes exceptionnels comme Raphaël, sont déjà à moitié des êtres angéliques. Qu'est-ce que la vérité, maître? La vérité, c'est exactement la télévision liquide. Et le mystère? Le mystère, c'est le contraire de la vérité, c'est-à-dire c'est la télévision solide. Je me plais à remarquer que Salvador est très proche de Salvatore, le sauveur. Ah oui, j'ai toujours dit que Salvador Dali, comme son propre nom l'indique, est destiné à rien d'autre que de sauver la peinture actuelle du chaos et du néant. Mais je constate néanmoins que salve désigne la décharge d'un grand nombre d'armes à feu. Voyez-vous une explication à cela? Oh, ça c'est une petite association de type explosif qui ne me déplaît pas.
Qu'est-ce qu'un dandy? Un dandy, c'est un Dali. Qu'est-ce que l'exhibitionnisme? L'exhibitionnisme de bonne qualité, que c'est le mien, il doit comporter l'excentrique et le concentrique résumés en une seule personne et en 2 moustaches. Avez-vous des élèves, maître? Je ne peux pas avoir des élèves parce que je suis inimitable et j'ai dit récemment que même parmi les daliniens, je préfère plutôt les anti-daliniens parce que les gens qui sont contre Dali et qui sont intelligents, c'est toujours très tonifiant, très bien pour la santé, très stimulant, c'est très bien. Ce qu'il y a de terrible, c'est quand il y a des daliniens et des gens qui veulent défendre Dali et qui sont des stupides. Ça, alors, c'est désolant. C'est un Belge, Camille Goumans, qui aurait été votre premier marchand à Paris. C'est exact. Oui, oui, en plus, c'était pas, à mon point de vue, marchand. Il était marchand entre autres choses, mais c'est surtout un très grand poète et l'ami de notre très grand poète, que c'est René Magritte, que c'est un des peintres que j'estime le plus. Que pensez-vous de notre autre peintre surréaliste, Paul Delvaux? Paul Delvaux rentre déjà dans une espèce d'école littéraire qu'on peut appeler néo-romantique, qui me touche beaucoup moins, tandis que Magritte, il est très près des idées géniales. Dans son œuvre, il y a au moins 4 idées qui sont réellement géniales et très proches de moi. Par exemple, son invention d'une chose qu'il appelait confiture de cheval. Comment vous situez-vous par rapport à Picasso? Par rapport à Picasso, ça j'ai déjà dit beaucoup de fois, mais il faut que je dise une chose quand même différente aujourd'hui. On peut dire que Picasso, de plus en plus, il devient une femme, et moi, je deviens de plus en plus un homme. Et c'est le cas. Et au début de ma vie, j'étais au contraire, j'étais plutôt de type féminin. Est-ce qu'il vous arrive, C'est-à-dire que maître, Picasso, enfin, je ne sais pas que ça peut arriver, mais métaphoriquement, s'il aurait des cheveux sur la tête, c'est certain qu'aujourd'hui, il porterait un chignon comme les femmes. est-ce qu'il vous arrive, maître, d'être triste? Triste, jamais. D'ailleurs, on le voit dans mes moustaches, qui sont exactement à l'opposé des moustaches de Friedrich Nietzsche. C'est-à-dire, Nietzsche portait des moustaches qui tombaient d'une façon déprimante sur sa bouche, remplies de musique, de folie et de néant, tandis que les moustaches de Dali s'élèvent vers le ciel comme les pics aigus des tours gothiques, mais c'est le gothique méditerranéen, que c'est la plus grande paradoxe et le rêve le plus grand de tous les architectes qu'il a jamais existé. Après ceux qui ont fait le Parthénon, le catalan et espagnol universel, Antonio Gaudí, qui avait fait la fameuse Sagrada Familia à Barcelone. Vous aimez étonner, maître. Est-ce que vous aimez être aimé? Non, je tiens à être aimé uniquement d'une seule personne, ma femme, et j'aime presque plus encore pouvoir étonner. C'est-à-dire que la plupart des choses que je fais, je les fais pour étonner ma femme avant n'importe qui. Je suis le plus content quand je réussis, et c'est difficile parce qu'il connaît ma vie de tous les instants, mais très souvent le soir il dit j'étais vraiment étonné encore une fois, alors ça me remplit vraiment d'orgueil. Je vous remercie, maître, et si vous le permettez, nous allons procéder maintenant à votre couronnement. C'est pas un couronnement parce que je ne peux être coiffé que par les casques qui portaient les divins Dioscures. Mais de toute façon, à Barcelone, avant de procéder à construire ce casque, qui doit être la moitié exacte de neuf, c'est-à-dire l'œuf de Leda, et qui doit comporter les 2 effigies, celui de moi comme
Pollux est celui de mon frère mort en tant que castor, et au milieu duquel il y a le croissant de lune qui symbolise l'effigie de Gala.